Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Sans Limite où on parle de sport d'endurance, de triathlon et de tout ce qui s'y rapporte. On met vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer ces épisodes et en échange, la seule chose qu'on vous demande et qui ne vous coûte absolument rien est de nous laisser une petite note 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter et un petit commentaire sympa. C'est pas grand chose pour vous, mais pour nous ça nous aide énormément à faire connaître le podcast et donc à le développer pour vous proposer davantage de contenu par la suite. Allez, merci par avance et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Rim, comment vas-tu? Salut Richard, comment ça va? Bah écoute, ça me fait super plaisir de t'avoir sur le podcast. Ça fait un petit moment que je te disais que j'aimerais bien qu'on enregistre quelque chose ensemble. En fait, comme je t'avais dit, moi j'aime beaucoup ton profil. Tu es alors, je sais pas comment est-ce qu'on dit, mais une entrepreneuse à succès. Tu es une triathlète également à succès. En tout cas, tu as fait Kona, donc pour moi c'est déjà un succès. Et tu es surtout une personne qui arrive à gérer un petit peu ces deux choses-là, qui développe une communauté assez importante au Maroc également. Et je trouve que c'est plein de sujets qui, moi, m'intéressent et pour lesquels je pense qu'on peut avoir une discussion assez sympa. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation Richard. Et on s'était dit qu'on allait faire ça déjà à Marbella. Et je suis très contente qu'on ait pu avoir le temps de se programmer ça. Ça fait un moment qu'on voulait le faire. Donc merci pour l'invitation. Bah, écoute, c'est avec grand plaisir et surtout merci à toi d'avoir trouvé le temps dans ton emploi du temps. Je comprends que là, tu reviens juste de ta séance de vélo. Ouais. Que j'ai dû programmer avant le podcast parce qu'on est en période de Ramadan, donc en général c'est un peu plus tard. Donc là, je l'ai fait ce matin pour pouvoir être dispo. D'accord. Bon, bah écoute, j'espère que on va passer un bon moment. J'en ai aucun doute. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases pour comprendre un petit peu, voilà, ton histoire, qui tu es, tout simplement. Ouais, bien sûr. Alors moi, c'est Rim. Donc, je suis marocaine et je suis entrepreneur à plein temps. J'ai lancé il y a quelques années un concept de restauration, donc dans la nutrition et dans la restauration saine, donc dans le healthy. Euh, voilà, ça fait 4 ans en fait que j'ai lancé ce concept et j'ai 3 emplacements aujourd'hui à Casablanca. On est en train d'ouvrir le 3e, donc petite info exclusive. Je suis en train d'ouvrir un 3e magasin, un 3e restaurant. En parallèle, je suis triathlète depuis 7 ans maintenant. Et depuis 3-4 ans, de manière un peu plus sérieuse. Donc voilà, c'est un quotidien d'entrepreneur et de triathlète avec lequel j'essaie de jongler au quotidien. Donc si on peut résumer ma personne, c'est un peu ça en quelques mots. Trop bien. Bah écoute, il y a plein de trucs qui m'intéressent là-dedans. C'est que je suis un énorme fan de tout ce qui est healthy, tout ce qui est bold, tout ce qui est un peu comme ça. Ouais, on en a parlé à Marbella. Exact. À chaque fois, Tu m'as même dit que tu voulais lancer un truc, donc. Ouais, c'est un gros chantier. C'est un truc que j'adorerais. En fait, j'ai toujours eu cette idée-là. Je me rends compte que c'est vraiment pas facile. Donc vraiment, bravo à toi de l'avoir fait et surtout de développer ça comme il faut. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vais quelque part, que ce soit pour une course ou autre chose, la première chose que je regarde c'est vrai que c'est un petit déj ou des trucs comme ça. C'est la food. Ça va être exactement, tu vois, ce genre d'endroit. Donc, écoute, pour revenir un petit peu sur ça, bon, on va quand même axer un petit peu sur le triathlon, mais j'aime bien aussi, tu vois, faire un parallèle. C'est une question que je reçois souvent. Comment est-ce que tu fais pour caler X heures d'entraînement dans ta semaine avec un job, machin et tout. Donc, Ouais. c'est bien d'avoir aussi d'autres perspectives. Mais pour revenir un petit peu sur le sport, tu as commencé le triathlon, tu venais déjà d'un autre sport avant, tu as commencé par la course à pied, beaucoup font ça, ou est-ce que c'était plus vélo, Ouais. natation, toi? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Moi, j'ai fait du sport toute ma vie, donc depuis petite, en fait, on a rapidement été mis dans des activités. Quand j'étais petite, j'ai fait beaucoup de natation. J'ai même été dans l'équipe du FUS un niveau assez important, un niveau que j'ai complètement perdu aujourd'hui, on peut se le dire. J'ai été à un niveau un peu élevé. Je faisais beaucoup de natation. Et puis en fait, avec l'âge, avec l'adolescence, j'ai un peu perdu de vue le sport, les études.
des priorités qui changeaient un peu. Il y a une dizaine d'années, en fait, j'ai cherché à retrouver un peu un équilibre. J'étais salariée à l'époque et c'était déjà, tu sais, la nouvelle tendance du running, les premiers influenceurs qui lançaient à l'époque Instagram, c'était nouveau, ils lançaient la tendance du running et tout ça. Et en fait, comme j'avais arrêté un peu le sport depuis quelques années, je cherchais à retrouver un peu un équilibre. Donc j'ai commencé un peu comme tout le monde avec le running. Et voilà, on se motivait avec des collègues et on a commencé par des 5K, par des 10K, puis la mouche a piqué forcément et de challenge en challenge, j'ai commencé à me mettre 1 à 2 challenges par an déjà à l'époque de running. Et en 2018, en fait, après quelques blessures, comme c'est le cas pour de nombreuses personnes qui switchent au triathlon, on s'est dit avec mon frère, en fait, à l'époque, il y avait Ironman qui débarquait au Maroc, donc en 2019 à Marrakech, et on s'est dit, voilà, on sait nager, on sait courir, il reste plus que le vélo, il faut acheter un vélo. C'est pas le plus dur normalement. C'est pas le plus dur, on a fait du vélo toute notre vie, donc ça devrait aller. Et voilà, et donc j'ai préparé mon premier half Ironman en 2019. J'avais quand même commencé par des distances un peu plus courtes. J'avais fait le triathlon de la Baule. Je m'étais inscrite dans un petit club de triathlon à Paris avec des gens de Issy-les-Moulineaux. On s'entraînait à la piscine de Issy-les-Moulineaux. Et donc déjà à l'époque, je faisais des séances d'entraînement un peu sympa. Et voilà, j'ai fait mon premier half en 2019 et depuis j'ai plus lâché. T'as pu arrêter, quoi. Bah écoute, Voilà. et si je ne me trompe pas, tu as également fait les championnats du monde à Saint George, 73 en 2022, c'est ça? Exactement. Donc en fait, après 2019, ça s'est un peu enchaîné. J'ai enchaîné un peu les halfs, effectivement, et j'ai fait suite à ça, j'ai fait Dubaï. Et c'est là que je m'étais qualifiée en fait à Dubaï. C'était juste avant le Covid, et donc en fait j'avais eu cette qualification en roll down, hein, à l'époque. Je commençais aussi à peine. Donc j'avais fait l'Utah j'ai fait l'Utah en 2022. Donc les championnats du monde en 2022. Et c'est là, en fait, si tu veux, que j'ai commencé à vraiment développer cette envie d'aller performer un peu plus. Parce que tu vois, en fait, tu vois le niveau sur ce genre de course de championnat. En fait, sur les championnats du monde, tu vois vraiment que tu es entouré de gens qui ont des niveaux assez balèzes. Et donc c'est vraiment là que je me suis dit, il y a un vrai potentiel. Donc il faut peut-être aller chercher un peu plus loin, et j'ai commencé à vraiment m'entraîner de manière beaucoup plus sérieuse. C'est aussi l'époque où je lançais mon business, donc on va dire que j'avais besoin aussi de créer aussi un équilibre qui m'était propre, donc un équilibre interne et d'avoir un peu cet aspect un peu ce pourquoi j'ai quitté, on va dire, le monde du salariat, et donc ce pourquoi je voulais avoir un peu ce degré de liberté, être maître de mon temps, et avoir aussi un peu un équilibre, parce qu'au début j'ai lancé mon business de manière un peu tranquille. J'ai fait un test de marché, j'ai pas tout de suite ouvert un local en propre. J'avais des gens qui m'aidaient, on faisait que de la livraison au début. Donc, si tu veux, j'avais cet espace à la fois physique et mental de me dire je peux faire les deux. C'est là que voilà les objectifs triathlon ont commencé à s'enchaîner. Et voilà, sur les 3 dernières années, j'ai, on va dire, développé un peu mon niveau de manière un peu plus importante. Ah bah trop bien. En fait, je me rends compte que moi aussi, je m'étais qualifié à Dubaï. Donc, on a fait cette course-là, on se connaissait pas Ouais, à l'époque. on se connaissait pas. Non, elle était cool cette course-là. J'avais bien aimé Dubaï en Ouais, fait. C'est dommage qu'ils le fassent plus ouais. maintenant, hein. C'était pas mal en début C'est d'année. vraiment dommage, ouais. C'est vraiment dommage parce que même le parcours était super sympa. Tu faisais tout Al-Qudra. Moi, j'ai passé un gros moment justement post-Covid, avant de lancer mon business à Dubaï, où j'ai fait justement une petite formation Hmm. sur le healthy et tout ça avant de lancer Bol. Et franchement, moi, c'est mon kiff en fait de rouler là-bas.
Et c'est vraiment dommage qu'il ait arrêté. C'est clair. Et d'ailleurs, ça, sur rouler là-bas, bah, les routes, elles sont ouf. Par contre, je me souviens Ouais. que je m'étais étalé. C'est la première fois que je tombais à vélo. Euh, je Ah sais pas si mince, si tu te souviens, tu sais, au virage après 45 t'as le km, parce qu'en virage, fait, ouais. ouais, et en fait, tu sais, tu traverses la route et ça fait comme une petite gouttière au milieu de la route. Et ils avaient mis comme Mm. un, je sais pas, une sorte de bout de moquette, tu vois, un peu pour amortir le truc. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis Ouais. attrapé là-dedans et je me suis étalé Ah au milieu du mince. truc. Bah bon, rien de grave, j'ai quand même fini le truc. Mais c'est vrai que là-bas, pour rouler, c'est top. Et je sais pas si tu avais vu récemment, ils ont fini la liaison entre Dubaï et Abu Dhabi où tu peux faire le Yes. tout en roulant. Ça doit être Ouais, assez sympa à faire, ça. ouais, ça doit être vraiment cool. Bon, bah trop bien. Je voulais en faire ça un peu cette année. Je voulais aller rouler un peu de ce côté-là du monde, mais Pour avec l'instant, il faut. l'instabilité en ce moment, malheureusement, il y a beaucoup trop d'incertitudes et c'est Ouais. vraiment dommage parce que justement le Middle East, j'avais des objectifs là-bas cette année. Et voilà, on va attendre de voir comment ça se développe. Ouais, non, clairement. Euh, toi, généralement, on va continuer un petit peu après ton parcours, mais tu vises à peu près combien d'objectifs par an, justement? Parce que je comprends qu'au départ, bah, voilà, en fait, c'est un peu le même parcours que j'ai eu, où tu commences par la course à pied, après tu t'intéresses un petit peu à d'autres choses quand tu en fais plus en course à pied, qu'au bout d'un moment, tu arrives un petit peu à ce qui est faisable sur les distances. Généralement, après, actuellement, tu vises à peu près quoi comme objectif par an en termes ouais, de triathlon? Est-ce que tu fais d'ailleurs encore, tu vois, des courses à pied seul ou est-ce que Alors, vraiment tu es full triathlon maintenant? j'aime à dire que je suis full triathlon, mais je pense que comme toute personne qui fait du triathlon toute l'année, des fois tu as envie d'aller te tester sur certaines sur des autres disciplines et donc de tester sur le running en off-season. C'est ce que j'ai essayé de faire cette année d'ailleurs. Et en fait, comme j'ai eu une année full endurance l'année dernière, je pense que on va dire que mon explosivité en a pâti un peu, ce qui est un peu normal. Je pense que quand tu prépares un premier full, t'es un peu dans des méthodes un peu conservatrices et tu t'as pas envie d'aller explorer ces territoires tout de suite de manière trop explosive. Et donc je pense que j'ai perdu un peu on va dire de rapidité, d'explosivité l'année dernière, forcément parce que les entraînements ont beaucoup plus de volume, beaucoup plus de charge et le corps qui s'habitue en fait à un nouveau rythme. Et en fait, enfin voilà, cette année, je me suis dit que j'allais plus essayer d'aller retrouver de l'explosivité, essayer d'aller retrouver un peu les performances que j'avais laissées sur fin 2024 et aller plus loin justement. J'ai essayé de le faire début 2025 à Salou. J'ai essayé d'aller toucher je l'ai presque touché, hein, mais pour moi d'aller toucher le sub 5, c'est clairement, mais j'ai manqué de vitesse sur la course à pied. Et en fait, voilà, moi, mon objectif cette année, c'est de repartir un peu sur de la performance un peu plus voilà, un peu plus d'explosivité sur des courses, donc des formats un peu plus courts. Et du coup, dans cette optique-là, avec mon coach, on s'était dit qu'on allait faire des 10K et des 5K sur le off-season pour aller voir où en était la machine. Ouais. Bon, des, on va dire pas des surprises, mais des faits où se trouve, on va dire le niveau des jambes en rapidité après une année full zone 2 quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas le même genre d'effort, c'est pas le même genre d'exercice. Et Ouais, je crois que quand on essaye d'augmenter la distance, bah forcément, on prend tous un petit peu en termes on prend de cher. perte de. Ouais, non, totalement, totalement. Et donc, du coup, l'année dernière, c'était la première fois où tu t'es essayé sur un full. Et d'ailleurs, tu as eu ta qualification pour Kona. Et c'était également bah, la première fois où tu as vécu cette belle expérience à l'autre bout du monde, à Hawaï. Exceptionnel. Ouais, tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Bah, déjà, tu vois, le passage du format 73 au full, et après, bah, l'expérience aussi à Hawaï. Je pense que c'est assez intéressant pour les gens qui nous écoutent, qui justement aimeraient la vivre à un moment donné.
Ouais, bien sûr. Écoute, la transition s'est faite de manière assez réfléchie, on va dire. Donc fin 2024, je sortais d'une année où j'avais fait mes petites performances sur 70,3 et je pense je pouvais aller chercher plus loin et j'ai essayé d'aller chercher plus loin encore. Et d'ailleurs, c'est mon objectif cette année d'aller chercher plus loin sur la distance. Et en gros, l'année dernière, voilà, je me suis dit, bon, ça serait cool quand même d'aller tester le full. Ça serait cool d'aller à Kona, c'est quand même sympa. J'avais des gens autour de moi qui essayaient de se qualifier et aussi qui y sont arrivés, qui y sont allés. Ça vend du rêve, on va pas se le cacher. En tant que triathlète, c'est un peu un pèlerinage pour tout triathlète qui se respecte et qui a envie d'aller plus loin dans le sport, hein, sans jugement aucun pour tous les autres qui s'essayent à la pratique. Et donc en gros, j'ai pris un coach fin 2024 et dans l'objectif clair d'aller chercher un full et potentiellement, pourquoi pas, avec le niveau sur lequel j'étais en 2024 sur Alf, on sait très bien qu'il n'y a pas de transitivité entre les deux, hein, on va pas se mentir, mais avec le niveau que j'avais, de me dire potentiellement why not aller chercher un slot. Et du coup, c'est un changement complet, on va dire, de philosophie d'entraînement. Et c'est reparti, je pense. Ça s'est Non, non, déconnecté, je pense. Non, 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 ça va, ça va. Ça va, on est ça va. bien Bon, là. tu coupes, Ouais, tu ouais. couperas. Je couperai, il n'y a aucun problème. T'inquiète pas. Et du coup, en fait, voilà, donc ça a été un changement de philosophie d'entraînement complètement, dans le sens où voilà, mon coach m'a fait repartir sur des bases. On va se dire les choses. On est reparti sur une construction une vraie construction de base solide pour pouvoir pouvoir justement aller sur une méthode de reverse priorization où on va aller sur les 2 derniers mois, où on va absorber beaucoup beaucoup de volume. Et donc il voulait pas me faire passer tout de suite sur des gros volumes. Donc on a pris 6-7 bons mois où on a préparé en fait, pendant 4 mois le corps à encaisser. Et du coup beaucoup moins d'intensité, d'où un peu ma performance à Salou qui en a déteint un peu. On a fait beaucoup moins d'intensité, donc je pense que mon corps était pas assez primé pour faire du half. En fait, déjà, on était en juin et mon full était en juillet, donc mon corps était déjà en mode carburant diesel, je crois. Ouais. Et donc j'ai manqué un peu de ce punch qui me fallait en fait pour aller chercher un sub 5 tranquille. Bon, j'étais pas loin, j'étais à 5,08, mais quand même. Et du coup, voilà, c'est un changement complètement complet de méthodologie d'entraînement. Et on est sur des charges horaires qui sont beaucoup plus importantes. Ouais. On va pas se mentir, préparer un full, c'est pas préparer un half, hein. C'est beaucoup d'organisation aussi niveau travail. Et, euh, et voilà, on a construit une bonne base et je suis arrivée donc à Francfort avec malheureusement des conditions qui n'ont pas été très clémentes pour nous. Moi, je dis souvent, l'année dernière, j'ai eu 2 Kona, hein. J'ai eu 2 Kona parce que les conditions de Francfort étaient extrêmement proche de Kona. D'ailleurs, j'ai fait la même perf, hein, sur Francfort et sur Kona, ce qui n'était pas du tout le but. Et voilà, en fait, Francfort, ça a été une expérience incroyable parce que malgré des conditions extrêmes, ça a été très émotionnel pour moi parce qu'un premier full, ça se vit comme une vraie expérience. Tu vas pas forcément Ouais. chercher une performance, tu vas chercher la capacité à aller terminer cette bête, cette grosse bête. Et en fait, j'avais dans un petit coin de ma tête, essaye d'aller viser un top 10 quand même. Ça serait cool. Et c'est ce qu'on avait en fait comme objectif avec mon coach, d'aller chercher un top 10 pour potentiellement avoir un roll down pour Kona. Donc en fait je visais les 11h30 max, et c'était au vu du nombre de slots, c'était une perf que je pouvais poser normalement tranquillement, et au vu du nombre de slots, c'était
C'était ce qu'il me fallait pour avoir un slot. Et la réalité des choses en a voulu autrement, et voilà, des conditions très 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 compliquées sur Francfort. On a eu une natation sans combi. Bon, ça c'est un détail, mais c'est quand même un détail qui compte. Un vélo extrêmement chaud et pas si plat que ça finalement. Et bon, un marathon un peu caniculaire qui a fait que voilà, enfin, il y a eu beaucoup de difficultés sur aller chercher une performance. Après, bon, le roll down on a voulu autrement. Et on s'est retrouvé qualifié à Kona, et avec mon coach, on s'est dit bon bah let's go. Et on a réenchaîné. Quand tu te dis que tu dois réenchaîner sur une autre prépa full, c'est là que bon, tu te dis bon, c'est sympa à Kona, mais il va falloir encore aller préparer un autre full. Ah, ça se mérite. Et ça se mérite, exactement, ça se mérite. Et voilà. Donc, on arrive sur les mois d'été en plus. Après Francfort, les mois de grosse chaleur où il faut aller chercher faut aller encore faire des sorties de 5-6 heures sur le vélo et tout ça. Et donc forcément, enchaîner, c'est pas forcément facile. Mais à la fin, quand tu te dis que tu pars à Hawaï et que tu vas quand même faire cette course mythique, tu te dis que ça en vaut la peine. Ouais, ça en vaut clairement la peine. Et du coup, quand tu es passé de tes entraînements et l'approche que tu avais du sport pour tes courses sur 73 à une prépa full, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi en tant que tu vois, triathlète qui a déjà une certaine expérience, mais c'est pas le même effort. Qu'est-ce que tu as trouvé vraiment le plus dur là-dedans? La transition est complètement... C'est des territoires qui sont complètement différents. On est déjà sur la nutrition. Moi, ça a été une vraie éducation, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est deux mondes complètement radicalement différents. Et paradoxalement, c'est l'un des piliers en fait du full. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre et qu'on finit par apprendre, même si on le enfin, à force de pratiquer, on t'est obligé à un moment, en fait, tu comprends l'importance du truc. Et donc t'as la nutrition, et t'as la charge horaire, en fait, t'as le volume horaire sur la semaine qui double, voire des fois, quand tu dois faire 10 heures d'entraînement sur un week-end, c'est de l'orga, en fait. Faut rien avoir à côté, parce que à part les 10 heures d'entraînement, il faut se nourrir, faut dormir, il faut se reposer, il y a tout l'aspect recovery et tout l'aspect à côté. Donc faut avoir un système et un support système, j'ai envie de dire, et une organisation extrême. Donc à côté, moi des fois je disais en fait il faut rien avoir à côté, sauf que moi j'ai un business et j'ai un business à faire tourner, et voilà, il y a tout ça. Après, j'ai la chance d'être maître de mon temps, mais il y a quand même cet aspect qui est drastiquement différent de l'organisation que tu as sur un Alpha Ironman. Et donc voilà, si j'ai deux résumés, c'est vraiment l'estomac, en fait, la nutrition et tout ce qui est gut training que j'ai vraiment appris, et tout ce qui est recovery et le charge et volume horaire qui sont complètement opposés, enfin doublés, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, surtout sur le deuxième, où en fait, t'as pas nécessairement la disponibilité mentale, même si tu peux récupérer et te sentir bien. Parfois, t'as juste pas, tu vois, l'énergie ou la volonté pour faire d'autres choses, parce que t'es juste, voilà, nerveusement aussi, c'est difficile de récupérer. Et c'est pas quelque chose, effectivement, que normalement sur les types d'entraînement que tu vas faire, en tout cas les semaines que tu vas avoir sur un 73, tu vas moins le vivre, peut-être un peu à la fin, si tu pousses un peu le curseur, mais sur le full, le curseur de base, il est déjà plus poussé normalement, donc c'est quelque chose qui a beaucoup plus d'importance, et clairement, tu peux arriver avec la meilleure prépa,
si au niveau nutrition, c'est pas un truc qui a été entraîné, qui n'a pas été géré avant, ça peut en fait faire que bah, voilà, tu sabotes un peu la course, alors même que tu avais tout mis en place pour arriver comme il fallait, quoi. Complètement, mais complètement. Après, le jour J, tout est différent aussi. Enfin, moi, j'avais une stratégie sur Francfort que, bah, étant donné les conditions de chaleur et tout ça, que j'ai absolument pas pu tenir parce que, en fait, quand il fait trop chaud, ben, t'arrives à rien ingérer et du coup, enfin, entre autres problèmes qui peuvent arriver le jour J, perdre des bouteilles ou autres, ben, en fait, tu te retrouves à pas du tout suivre ta stratégie de nutrition et à complètement être à côté de la plaque en fait. Donc et ça m'est arrivé à Kona aussi. Hein. J'ai perdu une bouteille une grosse bouteille de nutrition et du coup tu te retrouves à faire avec les données du jour en fait. Ouais, c'est clair. Et alors, du coup, est-ce que toi, pour passer un petit peu sur Kona et ton expérience là-bas, est-ce que la prépa pour Kona, tu l'as faite différemment que celle pour Francfort? Est-ce que du fait que ce soit voilà, là-bas, qu'on sait que ça va être horrible, ça va être un véritable enfer, mais en même temps, on veut performer dur, est-ce que toi, tu l'as approché différemment? En fait, je l'ai approché très sereinement, moi, à Kona, en fait. J'étais tellement heureuse de m'être qualifiée et j'étais tellement heureuse de partir dans cette aventure. Surtout, en fait, je me suis fait accompagner. J'ai eu la chance d'avoir des sponsors avec moi. J'ai eu la chance d'avoir des vrais soutiens. Et bon, comme au Maroc, c'est assez rare de se qualifier pour Kona. J'ai quand même été très bien entourée et c'était une grosse chance, j'ai envie de dire. Sur tous les aspects, hein, vraiment psychologiques, financiers, tous les aspects, j'ai été vraiment très bien accompagnée. Et donc, je l'ai vraiment prise très très sereinement cette prépa. Je faisais mes sorties beaucoup moins stressée que sur Francfort. Mon corps était habitué à la charge, donc il y a pas eu de de gros changements niveau planning d'entraînement. On est reparti on est reparti en fait sur 2 mois en fait de volume assez conséquent. Et bien sûr, on sortait aux heures de pointe de soleil pour avoir des grosses températures et ça tombait bien. On était sur le mois d'août et le mois de septembre, donc on avait encore des grosses chaleurs au Maroc en pleine journée. Ouais. Et donc voilà, donc il y a tout ce qui est heat training, il y a tout ce qui est dénivelé qui est assez conséquent aussi à Kona et voilà, mais il y a l'aspect émotionnel qui a pris le dessus et en fait j'étais tellement heureuse de partir et en fait enfin toute la construction de l'aventure autour et tout l'engouement en fait aussi que ça a pris pour moi et par rapport à mon entourage, en fait j'étais un peu sur un nuage. Donc il y en a beaucoup en fait. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à Kona une semaine avant. Il faut déjà être en tapering et donc t'as pas vraiment le temps d'explorer l'île ou de vraiment faire de l'entraînement sur place. Moi, j'ai eu quand même la chance d'arriver 15 jours avant la course. Donc j'ai pu faire la sortie vers Ravi, j'ai pu tout explorer en fait. J'ai pu Ouais. courir à Energy Lab, j'ai fait une dernière longue sortie à Energy Lab. J'ai fait mes 6 heures de sortie enfin pratiquement tout le parcours en fait. J'ai fait Ravi jusqu'au Kona et donc voilà, ça c'est une chance qui n'est aussi pas donnée à tout le monde et qui permet aussi d'explorer un peu les conditions réelles dans lesquelles tu vas faire la course qui sont des conditions extrêmement drastiques, faut pas se mentir, Ouais, c'est l'enfer. c'est extrêmement dur, c'est un enfer absolu. C'est-à-dire que pour un triathlète, c'est le rêve d'aller là-bas, mais dans les faits, c'est l'enfer. Euh, et c'est tous les jours, en fait. Tous les jours, il y a une donnée qui change, il y a une donnée qui varie. C'est-à-dire que le jour J, tu peux avoir toutes les variables et pendant l'entraînement, nous, on a eu la chance d'avoir un temps assez clément. Donc, on se disait, bon, ça va aller, finalement. Mais en fait, tu peux avoir le vent qui tourne, tu peux avoir une chaleur caniculaire, tu peux avoir enfin, plein de données qui font que c'est une course qui est très, très difficile et qu'il ne faut pas sous-estimer. Ah ouais, je suis 100% d'accord avec ça. Moi, à chaque fois, j'y suis allé 2 fois. Les 2 fois que j'y suis allé, j'avais l'impression que sur le parcours vélo, en fait,
Alors, tu fais moins attention quand tu t'entraînes parce que bon, enfin voilà, tu vois, c'est pas le même type d'effort, je trouve. Mais pendant la course, j'avais l'impression que peu importe à quel moment ça se passait, le vent, je l'avais de face, quoi. J'avais jamais Ouais, l'impression de l'avoir de dos. C'était assez bizarre. jamais. C'est, Mais tu sais, quand on y était, il y a Kat Matthews qui postait régulièrement en fait le wind, les wind forecast. ouais. Et en fait, tu voyais clairement qu'en fait, il n'y a pas de tailwind et qu'il n'y a pas de headwind en fait à Colin. Que c'est en fait que c'est un tourbillon en fait de vent en fait. Qu'il y a des streams en fait de vent qui vont un peu dans tous les sens. Donc si tu vas à Ravi et que tu as un headwind, tu n'auras pas forcément un tailwind en revenant de Ravi. Enfin, ce n'est jamais ce n'est jamais un fait avéré. Ouais. Et c'est ce qui se passe la majorité du temps en fait. La majorité du temps, tu as le vent qui est en pleine face en fait, quel que soit le sens dans lequel tu es. Non, c'est clair, et c'est assez bizarre. Et en fait, ça sonne toujours, tu Ouais. sais, quand on parle ou que les gens te demandent, ça sonne toujours comme une excuse quand je fais un debrief du truc, tu vois, en vidéo. Mais en fait, c'est Ah mais vrai, oui. c'est vraiment le cas, quoi. Non, 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 c'est vraiment le cas. Si tu veux, on a eu moi, j'ai eu le pire vélo de toute ma vie. Ouais, C'est-à-dire ouais. que j'ai eu une expérience et j'étais heureuse d'être sur le marathon. C'est-à-dire que je suis arrivée sur le marathon, j'étais heureuse d'avoir posé mon bike tellement c'était dur. Et en fait, du coup, mon run s'est super bien passé parce qu'en fait, il y avait tellement de vent que j'ai pas pu forcément pousser tant que je voulais, autant Hmm. que je voulais pousser. Et donc, en fait, j'ai fait une course à pied, on va dire, normale. Mais le vélo, si tu veux, ça a été très compliqué dès les premières minutes parce que la chaleur il était déjà très très chaud et en fait on a eu tous les aspects du vent qui étaient en notre défaveur. J'ai eu aussi des aspects un peu moral qui ont aussi fait que c'était pas une expérience géniale. Il y a une femme en fait qui redescendait de Ravi qui s'est pris le goudron juste en face de moi. Donc Ok. j'ai vu des choses assez compliquées et donc mentalement aussi c'était très dur. Et la redescente de Ravi, c'était l'enfer. Et en fait, je me suis dit, en fait, en descendant de Ravi, je vais enfin avoir un peu de tailwind. Mais en fait, non. Pas du Comme tout. tu dis, pas du tout, pas du Ouais, ouais. tout. Il restait la rentrée jusqu'à Kona. Il restait tout le parcours jusqu'à Kona et c'était l'enfer. Ah ouais, ça m'étonne pas. Et pour finir sur Hawaï, qu'est-ce que tu as pensé en fait au final de l'expérience? Est-ce que tu vois, je veux dire, quand on commence le triathlon, quand on commence à s'intéresser un petit peu à la distance, on rêve tous d'aller à Kona. Euh, Quand tu es arrivé là-bas par rapport à ce à quoi tu t'attendais, tu vois, est-ce que tu as vécu sur place? Est-ce que la hype, elle est bien méritée? C'était quoi Ouais, ta ouais, ouais. perception en fait du truc? C'est une énergie de dingue. Il y a pas la hype, elle est complètement avérée. C'est-à-dire que en fait, si tu veux, c'est un pèlerinage en fait pour les gens. C'est pas, on va pas performer, on va pas faire une course, on va pay tribute à la discipline en fait du triathlon et c'est juste incroyable. Il y a l'énergie des pros, il y a l'île qui a une énergie spéciale en soi aussi. Enfin, faut se dire les choses. C'est extrêmement beau, c'est-à-dire que c'est un paysage qui est intergalactique. Tu sais pas où t'as atterri en fait. Tu dis tout est inversé. Enfin déjà t'es en complet, t'es en complètement décalage avec le reste du monde. T'as l'impression que sur une autre planète. Tu te réveilles, tout le monde dort. Enfin, il y a cet aspect-là aussi. Et, euh, et si tu veux, tout le monde est là pour la même passion et tout le monde est là en fait pour encore une fois, par passion de ce sport merveilleux. Et il y a zéro hype en fait, c'est la réalité, c'est juste, Ouais. c'est 15 jours de fête et de célébration du triathlon. L'ambiance autour du Konapir, elle est incroyable. La semaine de la course, tout le monde est là, à nager avec les pros. T'as Kat Matthews à côté, t'as Lucy Charles qui est en train de faire ses longueurs. Enfin, c'est juste merveilleux. Quand t'aimes ce sport, après je sais qu'on fait partie
d'une communauté assez restreinte dans le reste du monde, parce que des fois on a l'impression de parler de ça et que tout le monde comprend cette énergie et comprend cette passion, mais en fait non. Je m'en suis bien rendu compte cette année. Enfin, j'en parle avec tellement d'engouement que des fois, autour de moi, on comprend pas forcément. Mais c'est pour les gens qui comprennent, c'est la réalité. C'est merveilleux. Et si je peux y retourner, je vais essayer d'y retourner en fait. Je me disais, ça sera qu'une fois. Mais si je peux y retourner, je vais le faire. Je vais essayer d'y retourner en fait. Je me suis dit que j'allais essayer d'y retourner. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Enfin, les fois où j'y suis allé, en- secrètement, tu veux quand même faire une bonne performance, mais au final, c'est Ouais. surtout pour l'expérience, parce que, enfin, tu vois, euh, perso, j'ai pas d'objectif, tu vois, de faire un temps de Mm, ouf dans mon groupe d'âge, parce qu'au final, bon, il y a quand même, tu vois, un niveau qui est pas possible là-bas. C'est plus, mm, voilà, faire un temps qui est raisonnable, et c'est déjà super dur finalement par rapport à tout ce que tu as pu décrire, et c'est effectivement ce que j'avais vécu aussi, mais c'est plutôt pour voilà, vivre l'ambiance, être sur ce, euh, ce paysage totalement hallucinant. T'as l'océan, les champs de ouais. lave, t'as des choses qui sont très très belles là-bas. Tu nages, nous on avait nagé, on avait vu des dauphins, t'as les tortues, t'as des Mm, trucs de fou, quoi. Donc pareil, ouais. c'est vrai que ça vaut la peine, ça vaut la peine. Alors, C'est- je voudrais qu'on revienne sur un truc que tu as dit tout à l'heure et qu'on embraye un petit peu peut-être sur le côté aussi, tu vois, combiner le sport avec la partie pro. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais en gros un peu, tu vois, maître de ton emploi du temps et clairement, c'est un petit peu ce que moi je trouve aussi comme solution et c'est peut-être ça le secret finalement, tu vois, pour mm. pouvoir caler des énormes prépas avec un job où voilà, les deux se combinent bien ensemble et se passent très bien ensemble. Euh, Tu peux redire peut-être deux, trois mots sur voilà, ton business, Bol, et après, surtout ce qui m'intéresse aussi, c'est voir comment est-ce que toi, tu concilies les deux. C'est quoi ton secret en fait pour que voilà, tu vois, ça fonctionne bien côté entraînement, ça fonctionne bien côté business et comment tu gères ça au quotidien en fait? C'est un peu l'aspect entrepreneur qui me permet aussi justement d'avoir cette liberté, ce champ des possibles, si tu veux, parce que quand tu es entrepreneur, t'as pas de planning en fait. Tu me verras jamais m'entraîner aux mêmes heures en fait. Si tu me suis sur Strava, tu me verras jamais tous les jours en fait. J'ai une heure d'entraînement qui peut varier en fait justement parce que on fait par priorité. On fait par priorité, on fait par degré d'importance et degré d'urgence aussi. Et je vais pas me le cacher non plus. L'année dernière, ça a été ma priorité, ça a été l'aspect athlétique de ma vie. Ça a été Kona, ça a été une fois que je me suis qualifiée à Kona, ça a été bon, les premiers 6 mois de l'année, c'était faire mon premier full. Donc, je m'étais dit, ça fait 4 ans que je monte un business. Là, j'ai envie de prendre un peu le temps de me concentrer sur cet aspect parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir. C'est quelque chose que j'ai envie de développer. Et donc, je prends ces 6 mois parce qu'aussi j'avais envie de respecter la distance. Je prends ces 6 mois pour véritablement me concentrer là-dessus. Finalement, il y a eu Kona, donc ça a pris 1 an. Et en fait, du coup, ça a pris beaucoup plus de place dans ma vie, ce qui est une réalité. Après, quand on a la chance justement d'être maître de son temps, on peut s'organiser. Donc s'organiser comme quand on n'est pas maître de son temps. Il y a justement des priorités et moi j'ai fait justement par priorité cette année-là. Euh, et, euh, et voilà, en fait, dans une journée, il y a 24 heures. Quand on est entrepreneur, en général, il y a beaucoup d'heures qui sont travaillées ou entraînées. On va dire ça comme ça. Donc, le champ des possibles est plus vaste aussi. C'est ça que j'aime à dire aux gens qui me disent mais comment tu fais au quotidien? Moi au boulot j'ai une organisation qui est très simple aussi, hein. J'ai des périodes de rush et j'ai des périodes où je dois être là physiquement et j'ai des périodes où je n'ai pas besoin d'être là physiquement. C'est-à-dire que j'ai des gens auxquels je fais confiance, j'ai des équipes, j'ai une organisation, j'ai un management, j'ai un back office, j'ai des caméras, genre je vois tout le temps si j'ai envie. Hmm. Euh, donc ça c'est aussi une force qu'on met en place. Et une fois que, on va dire que j'ai processé mon business et qu'il est capable de vivre sans moi aussi,
c'est à moi aussi de mettre ce curseur comment je m'y implique au quotidien. Donc, et c'est ce curseur qui varie en fait en fonction de mes priorités athlétiques de l'année. Et de là où je vais mettre plus mon énergie. Cette année, clairement, j'ai une ouverture, mon développement de marque, je viens de faire un rebranding, j'ai eu des priorités business beaucoup plus importantes que mon début d'année 2025, qui me permettent pas aujourd'hui de partir, par exemple, sur une préparation de full pour le mois de juin. C'est d'ailleurs pour ça que je pars sur une année 2026 un peu plus fin de saison, où je vais avoir des gros objectifs en fin de saison, mais pas tout de suite parce que j'ai envie de prendre le temps et aussi j'ai envie de m'occuper de mon bébé qui est mon business. Et donc voilà, tout est question de priorisation, comme dans l'entraînement, comme dans les techniques d'entraînement où on va avoir de la reverse priorization. Voilà, si j'ai 2 mois où je dois être à fond, je vais prendre ces 2 mois et je vais être à fond et je vais un peu laisser tomber, pas laisser tomber, mais gérer d'un peu plus loin et mettre la bonne personne qui va me permettre de gérer d'un peu plus loin. Ouais, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis, et ce que j'ai aussi vécu moi, c'est au-delà d'avoir le temps finalement, il y a aussi le fait parce qu'en fait, c'est pas parce que tu as le temps que tu disparais, il faut savoir aussi déléguer généralement, et en réalité, c'est aussi s'entourer de bonnes personnes à ce niveau-là. Et je pense que ça, c'est au-delà de juste avoir du temps ou d'avoir un job qui potentiellement te permet de te libérer du temps, c'est pouvoir compter sur des personnes qui en fait te donnent quand même la tranquillité d'esprit que le truc ne va pas totalement partir en couille si jamais t'es pas toi, tu vois, totalement hands-on, et ça te permet effectivement de consacrer ton énergie sur d'autres choses qui te tiennent aussi à cœur. Ça c'est assez cool, et je pense que c'est exactement la même chose que toi tu mets en place de ce que j'en ai compris. Donc ça Complètement. Le jour où j'ai décidé de partir sur de l'entrepreneuriat, c'était aussi pour avoir cette capacité à être maîtresse de mon temps et à faire aussi des choses qui me tiennent à cœur, et pas forcément passer ma vie uniquement à développer mon business et à faire que ça, en fait. Justement, j'avais d'autres priorités j'avais envie d'avoir la possibilité d'avoir d'autres priorités dans la vie. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire sur toute une année l'année dernière, donc en donnant un degré de priorité à ma vie sportive beaucoup plus importante. Et ça, je trouve que c'est une chance incroyable et qu'on peut faire que quand on est entrepreneur, justement. Et donc, à quoi bon être entrepreneur si on peut pas se prendre 6 mois pour se focus sur un objectif de vie, par exemple. Et donc voilà, c'est dans ce sens où je trouve que c'est aussi plus une chance qu'une problématique, parce que je vois aussi autour de moi des gens qui sont salariés et qui ont des délais horaires, des slots horaires très bien plus faibles, on va dire, que nous pour s'entraîner. Donc c'est du réveil à 4 heures du matin, c'est de l'entraînement à 20 heures le soir, c'est en faire 4 heures de vélo à 20 heures. Moi, je ne me vois pas faire 4 heures de vélo à 20 heures. Donc, clairement pas. donc c'est aussi ça, et c'est chacun a son mérite de tous les dans les deux cas, et je trouve ça exceptionnel déjà de se lancer dans une telle préparation et dans un tel challenge. Ouais, non, clairement. Et au-delà de ça, ce que je trouve que tu arrives très bien à faire aussi, c'est ce que j'ai vu un petit peu sur tes dernières publications, c'est essayer de mélanger l'aspect entrepreneurial avec ton business et certains partenariats avec certaines marques pour justement mettre en place des petits events qui tournent autour du sport également. J'ai vu que tu avais fait ça avec Garmin, tu avais fait ça avec Pirc aussi, c'est 2 marques que j'utilise moi-même, donc ça me parle, que j'adore. Tu peux nous en dire un peu sur ça? Est-ce que c'était une volonté vraiment de mêler le côté business avec ta passion sur le sport, ou est-ce que c'était plus une opportunité? Ça t'est venu comment, ça? Non, complètement. Mais si tu veux, à un moment, je me suis dit aussi
sur l'aspect business, à un moment, je me suis dit bon, il faut quand même essayer de pousser l'aspect communautaire. Donc, et si tu l'as vu aussi sur l'année de la fin, sur toute l'année dernière, j'ai essayé de développer mon personal branding également. Donc, c'est quelque chose qui est super important pour être en concordance avec ma marque de food en fait. Parce qu'aujourd'hui, on fait confiance à des hommes, hein, tu le sais bien, on fait confiance à des personnes et on fait plus confiance à un produit. On communique. Moi, aujourd'hui, sur Bol, je communique plus sur un produit, je communique sur sur un lifestyle, en fait. Ouais. Euh, je ne communique plus sur un produit physique, c'est tout ce qu'il y a autour. Et j'ai beaucoup créé de synergie justement avec ma marque personnelle et avec Ebol. Et l'idée, c'est justement de faire un full. Moi, j'adore l'expression full circle parce que c'est tous les aspects de ma vie qui se rattachent et qui ont créé cet écosystème en fait de choses dans lesquelles j'évolue. Et aujourd'hui, j'ai la chance, si tu veux, comme je suis un peu plus, on va dire, sur les réseaux un peu plus visible en tant qu'ambassadrice sportive et triathlon plus spécifiquement. Donc, j'ai eu la chance, étant donné cette visibilité, de créer des partenariats, d'avoir des sponsors qui me suivent, d'avoir des gens qui me font confiance et qui veulent développer des choses avec moi. Alors que j'ai une petite communauté, hein. Enfin, j'ai pas des centaines de milliers de followers ou quoi que ce soit, hein. Aujourd'hui, je pense que l'aspect ambassadora intéresse beaucoup les marques. Et donc, en fait, ils vont plus forcément chercher des influenceuses qui n'y connaissent rien à tel ou tel sujet. Donc, on va aller chercher, en fait, ils vont aller chercher des personnes, en fait, qui connaissent leur sujet et qui, justement, ont une communauté qui est super solide. Et moi, avec Bol, j'ai la chance d'avoir une communauté parce qu'on a créé un run club et j'ai la chance d'avoir une communauté assez solide, en fait, à laquelle on fait appel, justement, à chaque fois qu'on a des événements. Et bah justement, ça plaît aux marques et il y a des marques qui viennent et qui veulent s'associer à ce genre d'événement et s'associer aussi à ma visibilité et s'associer en fait aux valeurs que je porte en fait tout simplement. Et voilà, du coup, on est accompagné par, on a le Run Club est en partenariat avec Garmin et Garmin m'accompagne aussi de manière personnelle sur l'année 2026. Donc ça, c'est aussi génial parce que j'ai un sponsor sur l'année. Ce qui n'est pas une chose très courante au Maroc, donc ça c'est une chance aussi. Et voilà, donc on fait plein de petites choses, plein de petits events comme ça, et on a un run club qui est constant aussi à l'année, qui s'appelle le Bol Garmin Run Club, qui est 100% féminin et qui encourage l'initiative running féminine, 100%. Donc Trop bien. voilà, et c'est des valeurs qui me tiennent à cœur parce que c'est des marques en fait que j'adore aussi, comme tu dis. C'est des marques que j'utilise au quotidien. Donc quand t'as Birkenstock qui te contacte et qui te dit est-ce que tu veux faire un event, tu dis est-ce que tu veux qu'on t'accompagne? Ben ouais, forcément, je veux que vous m'accompagniez. Ça fait plaisir, c'est C'est top, clair. ça fait plaisir, ouais. Ouais, totalement. Non, non, on mettra de toute façon les liens en description si vous voulez suivre Rim sur son compte Insta et puis pareil, voir un petit peu toutes ces activités, que ce soit avec Bol ou avec le Running Club. Euh, J'étais quand même assez surpris parce que je connaissais pas réellement finalement avant de rencontrer des gens dans cette communauté, mais la communauté de triathlètes au Maroc et sportifs de manière générale, j'ai l'impression, mais bon, moi je suis plus sur le triathlon, donc c'est un petit peu ce que je connais le plus. J'ai l'impression qu'elle est quand même assez développée. C'est quelque chose qui est assez récent, ça a existé depuis un moment. C'est quoi ta vision sur ça? Ma vision, elle est assez partagée dans le sens où, si tu veux, le triathlon, là, elle a pris l'envergure qu'il a pris sur les deux dernières années. Max, 2, 3 dernières années. Il y a eu justement, je pense, après, il y a des groupes de triathlètes, des clubs de triathlètes au Maroc qui sont beaucoup plus anciens que ça, mais qui n'étaient pas forcément très visibles sur, on va dire, l'aspect digital. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le digital a poussé aussi beaucoup cet aspect. Et donc, si tu veux, il y a aussi nombre de Marocains qui ont performé sur la scène
triathlètes. Donc, si tu veux, ça a créé beaucoup d'engouement. C'est quoi cette discipline? Parce que au Maroc, on court, on fait pas de Ouais. triathlon. Le Maroc, enfin, au Maroc, on fait beaucoup, beaucoup de courses à pied. Il y a plein de courses, il y a plein d'événements de running. Il n'y a pas de triathlon, mais il y a plein d'événements de running. Et c'est aussi un sport qui est beaucoup plus accessible. On va pas se mentir, le triathlon reste un sport Très un peu cher. moins accessible, très cher et un peu moins accessible sur les moyens. Et donc voilà, je pense que ça s'est développé un peu petit à petit, mais ça a explosé genre sur les 2, 3 dernières années où bah justement, tu as des gens qui sont à la Kona, tu as des gens qui ont, t'as des gens qui ont fait, bah, qui font des perfs un peu visibles et qui donc du coup, bah, tu vois, ah lui il a fait un Ironman, ah lui il a, ah bah ça veut dire que moi aussi je peux faire un Ironman. Et donc voilà, c'est encore une fois comme on voit sur les réseaux aujourd'hui, t'as l'impression que t'as jamais fait de sport et t'as des gars qui viennent et qui disent demain on fait un Ironman. Et donc voilà, ça a créé un peu cet engouement. C'est une discipline un peu sympa, qui est un peu stylée, tu vois. Et Totalement. donc les Marocains aiment bien les choses stylées. Donc on va aller chercher cette discipline un peu stylée. Et il y a des initiatives aussi marocaines. Il y a Ironman qui est au Maroc aussi, via une franchise. Euh, Depuis 3 ans, justement, bah, depuis que l'Ironman de Tanger s'est installé au Maroc, ça a créé un vrai marché, on va dire. D'accord. Parce qu'actuellement, au Maroc, il y a celui d'Agadir, il y avait celui de Ouais, Marrakech qu'ils ont arrêté, et ouais. il y en a celui de Tanger, il est toujours d'actualité, je sais plus celui-là. Non, alors non. D'accord. En fait, c'est les mêmes acteurs, c'est la même franchise. D'accord. Et bah, c'est les mêmes acteurs en fait qui ont transféré. Là, ils ont plus ils avaient plus l'autorisation. Ils avaient l'autorisation que sur 3 ans pour Tanger, et ça a été transféré du coup à Agadir. Euh, et donc depuis le 2025, c'est Agadir. C'est Agadir. Tu l'avais fait, je crois, l'année dernière, si je me trompe Ouais, et pas. on s'en est parlé. C'est Et ça. j'ai vraiment trouvé la course top. Et donc je pense d'ailleurs que cette année, on va avoir beaucoup, beaucoup de visites européennes sur Agadir parce qu'elle peut être très, très, très rapide, je pense. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui vont venir chercher du slot, c'est sûr. Donc, il va y avoir pas mal de concurrence, je pense, en octobre prochain, beaucoup plus que ça a été le cas là en octobre 2025, puisque c'était la première édition. Hmm. Et je pense que les gens cherchaient d'abord à tester un peu le produit, dans le sens où on ne sait pas forcément ce que ça va donner sur une nouvelle destination, tout ça. Honnêtement, j'en ai eu une expérience très très cool. J'ai trouvé le parcours très rapide. Il m'a rappelé Dubaï d'ailleurs, c'est ce que je t'avais dit. Il m'a Ouais, rappelé, ouais, ouais. c'est un aller-retour un peu dans le sorte désert, tout ça, un peu rolling, mais très très rapide, qui peut être très très rapide. Moi, je sortais de Kona, donc je fais ça un peu en mode Tu peux pas être rapide voilà. après Kona. Tu peux pas être rapide après Kona, et du coup, mais c'était une super expérience. Le parcours course à pied après sur la corniche, très sympa aussi. Donc je pense il va attirer du monde. Et c'est souvent le cas en fait. La première année, la densité, généralement, elle est un peu plus faible parce que Ouais, voilà, les gens ils savent pas trop. Mais c'est souvent la meilleure année en fait pour les nouvelles courses parce qu'après, ouais, si c'est c'est un truc clair. qui effectivement est cool, t'as tout le monde qui débarque et c'est plus la même quoi. Ouais, bah c'est ça, Ouais, non, c'est c'est ça. clair, c'est clair. Donc je pense Et que le slot que j'ai pris là cette année, ça va être plus dur d'aller le chercher pour 2027. ah bah écoute, y a des chances si la densité elle augmente, mais en tout cas, Ouais, ouais, c'est au-delà de ça, pour l'expérience, je pense que ça doit être vraiment un endroit assez cool pour faire une course, ouais, ouais, surtout ouais, c'est sympa. le temps, il doit être pas mal encore à ce moment-là de l'année, Mm, donc ça doit être pas mal. Ivoire, est-ce ouais. que tu aurais un conseil pour les gens qui nous écoutent en termes de... parce que souvent, en fait, tu vois, le problème qu'on a par rapport au triathlon qu'on entend, c'est ouais, c'est cher, j'arrive pas... Enfin, voilà, tu vois, payer l'inscription et le déplacement et Ouais. machin, même parfois le matériel. Est-ce que toi, tu aurais un conseil en termes de sponsors, ce qui fonctionne pour essayer de trouver des sponsors. J'imagine que la visibilité, le fait d'être connu un peu dans sa communauté, ça doit beaucoup aider. Mais toi, est-ce que voilà, tu aurais Mm. un secret particulier par rapport à ça? Quelque chose que tu mets en place? Pas de secret particulier au Maroc, mais surtout que, enfin, en toute transparence, c'est pas encore assez développé. Ça, c'est un sujet que j'avais abordé il y a quelque temps avec un professionnel du monde de l'athlétisme d'ailleurs. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel au Maroc, des athlètes qui sont vraiment très, très bons et qui galèrent malheureusement à aller
sur de la performance ou qui galèrent à aller sur de l'international, tout simplement, sur des courses où ils peuvent briller, en fait, mais qui peuvent pas, en fait, parce qu'ils n'ont pas les moyens et que ça coûte très, très cher maintenant, le triathlon. Quand tu vois des halfs à 700 euros, tu te dis, bon, peut-être que j'ai pas choisi le bon sport. Et, Clairement. du coup, si tu veux, enfin, c'est beaucoup de bouche à oreille au Maroc, c'est beaucoup de réseaux. Il y a de plus en plus de marques qui cherchent justement ce que je te disais tout à l'heure à avoir des ambassadeurs. On cherche plus les influenceurs aujourd'hui, donc les marques cherchent vraiment des gens qui vont partager des valeurs et qui vont juste partager en fait les choses de manière transparente en fait, sans glu, euh, sans euh, sans choses, sans débordement, de manière naturelle parce que c'est ton lifestyle tout Ouais. simplement. Moi, Garmin m'a approché parce que je suis une utilisatrice de Garmin et que voilà, je peux être une ambassadrice de Garmin parce que je fais tous les sports avec Garmin et je communique déjà dans mon quotidien sur cette marque et que c'est une marque qui va justement chercher à communiquer sur ces aspects-là. Mais donc, ce que je peux conseiller, oui, c'est vraiment si c'est des gens d'aller communiquer justement sur tes entraînements, sur ton hygiène de vie, ta pratique de vie, tout ça, et d'aller chercher ces marques qui vont développer ça, parce qu'il y en a pas beaucoup, et d'aller vraiment les cibler et leur parler directement. euh, voilà, j'ai tel profil, je performe à tel niveau et je cherche à être accompagnée à tel niveau. Mais ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est que les marques en fait elles vont accompagner sur un événement où elles vont te suivre avec une inscription, une participation à tel événement qu'elles sponsorisent elles. Mais on n'a pas encore de sponsoring individuel au Ouais, je Maroc. comprends. Mais je pense que tout le monde galère aussi avec ça, même à l'international. Le sponsoring individuel est encore très très compliqué. Ouais, non, je pense que c'est effectivement le cas. Ça aide beaucoup de construire un petit peu sa visibilité sur les réseaux, d'essayer de voilà, être juste une personne dont l'image peut servir à une marque et effectivement de communiquer, ça aide Mm. d'être visible. Il ne faut pas hésiter, je pense, à approcher des marques, même si voilà, tu vas en avoir 9 qui vont t'envoyer chier. Bah, peut-être que la 10e, elle te dira oui. Complètement. Pour Kona, j'ai cherché des sponsors et bon, j'ai essuyé des rejets, hein, forcément, parce que ça coûte bonbon quand même d'aller à Kona, même si on est entrepreneur. Clairement. Et bon, t'as pas forcément envie de faire ça avec ton argent personnel ou quelle que soit la raison, tu te dis, ben, ça serait cool, en fait, d'être accompagné et d'être un peu plus visible sur cet événement, en fait. T'as pas, en fait, forcément envie d'y aller incognito. Et donc, j'ai essuyé plein, plein de rejets pour Kona, hein. Et in fine, c'est mon partenaire historique qui m'a suivi. Et deux, trois autres partenaires à côté, mais de manière un peu moins importante. Et donc voilà, c'est mes contacts au sein de mon partenaire historique qui ont fait que j'ai eu la chance d'être accompagnée de manière beaucoup plus solide en fait. Ouais, non, bah, trop bien, de super conseils. Et en tout cas, ouais, c'est quelque chose où, en gros, il faut persévérer. Il ne faut pas Ouais, c'est s'arrêter au un vrai premier refus. sujet, Ouais, c'est ouais, c'est sûr. clairement. En 2026, Rim, bon, je comprends qu'il y a un gros focus sur ton business, mais en termes de Ouais. course, on va te voir où alors? On se voit à Nice déjà sur les championnats du monde de half Clairement, en, clairement. en septembre. J'ai un objectif donc de full, mais qui sera plus fin d'année. Donc je laisse mon full pour potentiellement bien construire mon année. Et ben why not aller poser une perf un peu plus sympa que ce que j'ai fait sur mes premiers fulls où enfin c'était pas forcément l'objectif. Maintenant que je connais la distance, je me dis bon il y a moyen d'aller chercher. Enfin je sais ce que je peux être capable de faire sur un full maintenant en fait en gros. Et donc, je laisse ça pour fin d'année. Donc, je me dis, why not un full de décembre? Tu m'avais donné envie de faire le full de Busso, mais bon, logistiquement, ça va être compliqué, mais why not? Il est très Mais donc, je sympa. partirai, je pense, sur le full de Oman Ok, oui, c'est vrai qu'il y a en celui-là maintenant. décembre, Mm, mm. si la région se stabilise, bien sûr, et j'espère que la région va se stabiliser d'ici là, parce qu'il y a pas mal d'événements dans le Middle East, comme je te disais. Et, Ouais. euh,
franchement, ça m'attristerait de pas faire des courses là-bas cette année. Et donc, ce serait le full de Oman, donc fin d'année. Et donc, je vais aussi chercher un objectif de perf après Nice sur un half rapide qui sera plat. Donc, ça va être ou la Turquie ou Oman aussi, parce qu'il y a le 70.3 de Dhofar que j'aimerais faire aussi. Mais ça sera peut-être la Turquie. Donc, j'ai envie d'aller chercher une vraie perf pour le coup. Donc, vraiment essayer de passer un cap, parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à vraiment passer ce cap au niveau de mes gears. Donc, je vais pousser donc pour un pic de forme au mois d'octobre. Donc, je vais faire Nice en mode un peu tranquille, en mode entraînement. Et donc, je vise un half rapide en octobre. Le full en fin décembre et je pense saupoudrer tout ça de quelques T100 pour aller chercher de la vitesse. Okay. Donc je fais mon premier T100 en Espagne là. Ma première course ce sera l'Espagne, Inch'Allah. Bon, programme assez sympa qui va bien se charger vers la fin de l'année. Sur deuxième partie de saison, je vais prendre le temps là cette année de construire un peu sur de l'explosivité, de repartir sur des formats plus rapides pour développer un peu de vitesse. Donc d'où les T100 et voilà, peut-être des courses running, des tests running par-ci par-là. Bon, une année qui va être assez cool. Mais en tout cas, Rim, un grand merci vraiment d'avoir pris le temps. Je vais mettre dans la description tous les liens pour suivre Rim et la retrouver sur les réseaux. Merci à toi, Richard. Non, avec plaisir. Et je te laisse. On va se voir à Nice bientôt. Ouais, on va se voir là-bas. Moi, je fais pas la course, mais je serai là-bas pour t'encourager. Okay. Avec Pyrène, du coup. Totalement. Ouais. C'est pas un parcours pour moi. Je le laisse à ceux qui aiment bien la montagne, celui-là. mais t'as le Texas, du coup, là, bientôt. Ouais, j'ai le Texas c'est dans 5 semaines maintenant. Donc là, les taux commencent à se resserrer. Il va falloir que je remette un peu de volume, beaucoup plus quand même que j'en ai mis jusque-là. Mais c'était aussi une volonté de pas... c'est une première course pendant l'année. Si déjà là, tu te tabasses, ça devient difficile après pour la deuxième partie. Donc c'est vraiment jongler entre le volume et avoir un retour sur investissement, disons, qui a du sens. Mais ça arrive très très vite. Super, bon courage et on va suivre tout ça. Génial, trop bien. Écoute, encore un grand merci Rim et je te dis à très vite. Merci à toi. À bientôt. Merci à tous ceux qui sont encore là d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Sans Limite jusqu'au bout. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à le partager, mais surtout, merci de mettre une note 5 étoiles avec un super commentaire pour aider à référencer le podcast, lui donner de la visibilité et nous motiver à continuer. Allez, à très vite.